connu pendant la guerre un certain nombre de régions militaires et dans ces régions, j'ai connu différents maquis. À mon avis, on peut vraiment considérer les maquis de l'Ain comme des maquis pilotes. Et je dis ça sans vouloir exercer aucune critique à l'égard des autres, parce que je crois qu'on a retrouvé dans les maquis de l'Ain un certain nombre d'éléments particulièrement heureux pour la guerre des maquis. D'abord, la guerre des maquis, qu'est-ce que c'est? La guerre des maquis, c'est la guerre du pauvre, c'est la guerre des pauvres, c'est la guerre de ceux qui n'ont pas de matériel perfectionné, de ceux qui n'ont ni chars, ni canons, ni avions, et qui doivent lutter contre ceux qui en ont. Dans la plaine des Chalons, sur les hauts plateaux, un homme seul avec ses souvenirs. Il était le chef des maquis de l'Ain. Peut-être pourrait-il nous dire les quelques centaines de maquisards de novembre 43, défiant et harcelant l'ennemi pour être, 3 mois plus tard, décimés, pourchassés, mais invaincus. Il pourrait nous dire aussi ceux de juin 44, quelques milliers d'hommes repoussant et immobilisant 2 divisions allemandes pourvues d'artillerie, d'aviation et de blindés. Nous pourrions ainsi connaître les combats, les embuscades, les harcèlements, les centaines de sabotages. Nous saurions aussi comment, jour après jour, au fil des succès, des échecs, quelques hommes résolus avaient pu mettre au point une technique de guérilla, contraire à tous les enseignements des écoles de guerre de notre pays. Mais ceci est de l'histoire que nous pouvons lire dans les livres. Ce que nous voulons, c'est comprendre ce qui s'est véritablement passé. Cet homme pourrait alors nous conduire au long des chemins, au carrefour des routes, au coin des bois, près des monuments et des cimetières. Mais les pierres sont muettes et les tombes anonymes. Quelques documents incertains, malhabiles, ne sauraient nous dire les souffrances, les chagrins. Alors, c'est peut-être dans le cœur et la mémoire des hommes qu'il faut chercher. Et si quelquefois la mémoire est oublieuse, parfois même trompeuse, le cœur, lui, est toujours fidèle. Nous avons rencontré des hommes et des femmes qui furent le maquis de l'Ain. Ils nous ont parlé avec peine, maladresse. Alors peut-être, grâce à eux, pourrons-nous connaître le quand, le comment, et d'abord, le pourquoi. Je suis un ancien combattant de 14-18, et alors je n'ai jamais pu admettre qu'on ait été battu, comme on l'a été. Et il nous semblait que nous devions notre vie à notre pays. C'était quelque chose qui ne se discutait pas. Mourir pour la patrie. Il y avait tout de même une touche de patriotisme, disons que ça n'est pas la raison capitale. Il fallait faire quelque chose, quoi. C'était important. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui ne gazait pas. Nous étions jeunes, nous ne voulions pas jouer au héros, mais enfin, nous aimions la France. Je supportais difficilement l'occupation et surtout le nazisme. Le choix était vite fait. Où il fallait collaborer avec l'Allemand et être à genoux. Alors, je n'ai pas pu admettre ces choses-là. J'étais à Wissembourg, je me suis retrouvé à côté de Nîmes. C'était intolérable, je ne pouvais pas supporter que nous soyons vraiment battus. Mon père a été tué à la guerre. Le père de ma femme a été tué à la guerre. Et en plus de ça, pour nos libertés, qu'est-ce que nous ne ferions pas? J'ai été blessé le jour de l'armistice à 9h du matin. Alors j'ai trouvé cette blessure un peu injuste. J'ai toujours été de parents anti-allemands, antifascistes. J'avais été délégué de l'usine Landsburg. Et puis en plus de ça, j'étais au Parti communiste. Je suis français par option depuis l'âge de 12 ans. Je pense que je ressentais peut-être plus profondément que des Français d'origine ce que je devais à la France.
Je connaissais suffisamment la doctrine nazie pour savoir qu'il était impensable que le monde tombe sous la domination d'Hitler. À 18 ans, ça n'avait pas de passé, si on veut. On m'a appliqué les lois raciales, on m'a enlevé la nationalité française. On voyait les Allemands tous les jours. On entendait marcher leur bout sur le trottoir. On n'était pas fiers d'être sous le régime allemand. Non, la France ne devait pas. Ce n'est pas possible. Vous savez, j'aime la liberté et la liberté n'a pas de prix. C'est malheureusement le prix que nous avons payé et je serais vraiment très malheureuse et très embarrassée si vous me demandiez ce que nous ferions s'il fallait recommencer. Les maquis de lin étaient certainement aidés par la nature du terrain. Nous avons des montagnes boisées. C'est-à-dire, les gens peuvent se déplacer dans ces bois tout en échappant aux vues aériennes. Les vallées sont en pente douce, à la différence des vallées alpines, c'est-à-dire qu'il n'y a point de ces points de passage obligés qui transformaient certains massifs de montagnes alpins en véritables souricières. Les maquis de lin étaient donc aidés par là. Les maquis de lin étaient aussi aidés, et il faut le dire, par le courage de toute une population de montagne, parce que il ne suffit pas dans les maquis d'être courageux. Il faut aussi être dur pour soi-même, parce que la vie dans les maquis n'est pas une vie confortable. Nous n'avions rien, car contrairement à tout ce qui a pu être raconté, nous étions à la misère, nous avons vécu misérablement, nous n'avions pas d'argent. On a dit de la résistance, que nous avions brassé des millions. Eh bien, je puis vous assurer que c'est faux, archi faux. On restait avec ceux qui voulaient pas. On disait rien. Ceux qui voulaient pas, qu'ils aillent ailleurs. La misère, le froid, la faim, c'est bien ce qui d'abord les attendait lorsqu'ils prenaient la montagne, les premiers surtout. Dans l'ignorance et le désarroi, ils partaient pour un monde alors incohérent de rendez-vous, de contacts et de liaisons. J'avais dit, on va rejoindre le maquis. Quand on est arrivé, d'accord, il y avait des hommes en armes, des types, plus ou moins, si on peut appeler ça les maquis. C'était plutôt des gangsters. Je prends les bois avec un camarade de mon pays, de Villers-sur, Lucien Comtet. Nous restons 3 semaines dans notre pays, dans notre village, mais ayant crainte d'être vus, traqués, dénoncés, on se décide de prendre le budget, la haute montagne. Alors ici, sans argent, il fallait vivre. Là, pareil, pas de ravitaillement, rien du tout. On est obligé de voler, de tout. C'est là qu'on a mangé les premiers signes de Nantua, en croyant que c'était un plat très bon, mais c'était pas bien bon, on n'a pas pu manger. Et de là, après, c'est là qu'on a rejoint. J'ai rejoint tout seul, j'ai laissé tomber les collègues, j'ai rejoint Souja. C'est là que j'ai connu les premiers maquis à L'Oréal. Les premiers maquis sont venus, ils étaient 4 pour débuter. Un beau jour est arrivé chez moi, je ne pensais même pas, un nommé, il s'appelait Vincent. Mais après, c'était Bouli, qui était colonel, comment, je ne me rappelle plus son nom, Raphaël, à la fin. Et puis, ma foi, ce gars-là, Bouli, on a fait le triangle de Troyes. Alors, ça a été vite fait, et puis mon père qui était bien connu, pas moi, parce que... Alors, on est arrivé à être un groupe, on a formé, alors là, c'est après Jean Martel qui est venu. On a formé le camp Le Vengeur. J'étais avec des copains, je faisais des liaisons. Alors, j'essayais d'y rentrer aussi, mais c'est assez difficile. Alors, je comprends quand on dit maintenant, tout le monde n'a pas fait de la résistance, il y a peut-être beaucoup de gens qui auraient voulu en faire,
qui n'avaient pas tellement les moyens de s'infiltrer, de trouver le joint, surtout dans les grandes villes. Nous, on avait la chance d'être dans une région privilégiée à ce point de vue-là. C'était un petit village bien tranquille, jusqu'au moment où la résistance est arrivée. Et c'était le grand mouvement, on cachait les jeunes, on tâchait de les ravitailler. Ils arrivaient le soir, prendre un peu de réconfort, un peu, et surtout du ravitaillement. Devant l'importance des groupes que j'avais à droite à gauche, j'ai dit on ne peut plus continuer comme ça parce qu'il fallait assurer la nourriture. À 20 ans, on mange. Hein. Alors, c'est là que j'ai créé le maquis. J'avais réuni tous les chefs de groupe avec moi. Puis ils étaient contre moi, ça leur avait fait peur de monter un maquis, quoi. Alors j'ai passé outre, puis je l'ai créé tout seul avec un ami sûr, et puis mon fils, ma femme. Quand on est jeune, on ne demande qu'à espérer. Alors l'idée de l'action, d'une action coordonnée, a commencé à ce moment-là. Si vous voulez assurer la sécurité de vos maquis, il faut que vos maquis soient surtout très mobiles. Il faut qu'à la moindre alerte, vos hommes se déplacent, c'est-à-dire qu'à peine ayant récupéré un lit pour dormir, il faut peut-être la nuit suivante s'en aller. Tu te souviens qu'on venait de Breno, on avait couché au Mollard, hein, une nuit. Ensuite, on a couché à Lantenay, dans le village. Je sais pas chez qui, d'ailleurs, je me souviens plus, mais enfin, je vois la ferme. Et puis, on a couché aussi à la ferme de Machurieux. Et c'est marrant, il y a des images qui restent comme ça. On a mangé des sardines en se mettant les pieds sur un petit poêle. On avait fait du feu et on entendait les Allemands qui brûlaient les fermes autour. On voyait les feux tout autour. J'ai quitté la ferme avec Maxime qui était l'adjoint du colonel Roman et qui était le chef du PC, pour aller reconnaître les lieux et placer les sentinelles. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le premier détachement allemand à 50 mètres d'ici. Ils nous ont crié halte, ils ont tiré et bien entendu nous nous sommes sauvés. Et en arrivant ici à la ferme, qui est encore telle qu'elle était dans le temps, je suis arrivé exactement à cet endroit ici lorsque j'ai vu un Allemand qui était à 20 mètres de là avec sa mitraillette et qui m'a crié « Halte, halte !» À ce moment-là, je n'avais plus qu'une ressource, c'est de faire demi-tour et d'essayer de m'échapper. Maxime, lui, était passé de l'autre côté et avait crié aux armes. Maxime nous a intimé l'ordre de sortir. Il a dit aux premiers qui étaient contre la porte de balancer des grenades. Ils ont bien balancé les grenades, mais on n'est pas sortis. Et puis il a répété une deuxième fois avec une telle décision, sortez, qu'on est sorti. Et le combat s'est déroulé un peu sous mes yeux. J'étais à une centaine de mètres plus loin, un peu sous mes yeux, mais comme je n'avais pas d'armes, j'ai assisté à ce combat en spectateur très contrit, très attristé de ne pouvoir me battre. Et ça les a surpris de voir qu'on était si nombreux et si résolus quand même. Oui. Ouais. Il fallait bien qu'on le soit, hein, parce que sans qu'on s'en serait pas tiré. Hein. On s'en serait pas tiré. Au moment où les derniers hommes se repliaient, il y a eu une tempête de neige qui a couvert le terrain et qui a peut-être permis à quelques-uns d'entre nous de s'échapper. Je vois toujours, là, ça commençait, c'était noir, le temps était noir. Il y avait une espèce d'aigle là, qui tournoyait par là-dessus, là. Une espèce de bestiole. Ah, c'était... Nous avons été attaqués par 250 Allemands, à peu près. Ils sont arrivés de tous les côtés. Et le combat qui a été livré a été très héroïque. Mais nous étions très peu armés, très mal armés. Nous avions... Le capitaine américain Paul avait une carabine américaine. Il y avait 2-3 mitraillettes et quelques fusils. Et dans ces conditions, il était vraiment très difficile de pouvoir mener un combat plus efficace que celui qui a été mené. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu, chaque fois qu'on essuie les plâtres, qu'il n'y a pas eu des erreurs commises, mais je pense que surtout en cas de guerre, il ne faut pas s'arrêter à ces erreurs de détail, car si on ne commet pas d'erreur, on renonce fatalement à toute action. C'est certain que les hommes aiment la victoire.
Vous avez devant vous un poste de radio. Un poste de radio que nous avons demandé à Londres de nous envoyer parce que, vous savez, il était parfois difficile d'écouter les messages personnels qui nous étaient transmis. Et comme ces messages personnels étaient transmis à 7h15 le soir, il ne fallait absolument pas manquer cette heure. Et vous saviez, des fois, il pouvait y avoir des gens à la ferme qui n'auraient pas dû écouter. Par conséquent, il m'arrivait très souvent de sortir de la ferme et me mettre au coin d'un buisson et d'écouter avec ce poste. Vous aviez différentes longueurs d'onde. Ces deux appareils ici représentent les différentes longueurs d'onde. Et puis, vous aviez les écouteurs et une petite antenne qu'on pouvait tendre à une branche d'arbre. Alors après, ces messages personnels écoutés, il nous fallait immédiatement envoyer des agents de liaison dans les différentes communes voisines pour mobiliser nos hommes et que nos hommes soient sur les terrains à minuit. Ce terrain s'est dénommé Tilleul. On a souvent eu 3 avions la même nuit sur ce terrain. Alors vous pouvez remarquer qu'il est assez vaste et puis que dans le bout là-bas, c'est un chemin qui conduit au bois. Ce qui nous permettait de garer les camions dans ce chemin. Si le matériel était transporté tout de suite en montagne, il partait directement. Sinon, il se réfugiait dans le bois, il se camouflait dans les bois jusqu'à ce que les routes soient libres pour emmener les armes dans la montagne où se trouvaient les maquis. Voilà quelques vestiges qui restent des parachutages qui ont eu lieu dans cette prairie des Chalons. Un conteneur, vous voyez, qui était relié par cette sangle à ce fer qui retenait le parachute avec les cordeaux, dont voici encore des morceaux de parachute. Voyez. Et nous avons encore quelques vestiges qui étaient contenus dans ces parachutes, des pansements, voyez, qu'on se servait pour les blessés. Et puis avec les cordons de parachute, nous avons des fers, on a réalisé pour s'habiller à l'époque. On a refait des chaussettes et des maillots de corps pour se vêtir à l'époque. Il nous arrivait parfois d'avoir 100 hommes sur le terrain lorsque nous avions 6 avions. Il fallait cette quantité de personnes pour ramasser tout ce matériel. Dans ce matériel, il y avait environ 125 à 130 parachutes qui pesaient chacun 180 à 200 kilos. On prenait les conteneurs, puis on les descendait sous les rochers en haut du pont de la Dorche, par en dessous, dans les cavernes, dans une caverne que j'avais trouvée. Alors je rentrais dedans, puis les hommes me faisaient passer, puis je les cachais. Il fallait que je fasse le tour en dessous du col. Hein. Alors je partais à minuit et demi avec la patronne, et puis on rentrait à 5 heures du matin. Alors on en avait mis 3 tonnes. Dites donc, vous vous rappelez celle-ci, hein? Ça vous rappelle rien, la première qu'on a touchée? On les a tant entendues, celles-ci, hein? Vous vous rappelez pas? Oh là là là, hein? Dis donc. Prends-moi là. Ah oui. Oh non. Chargeur, là, tout. Eh oui. Vous êtes tant désiré. Baisse-le. Oui, appuie dessus, là. Pour finalement les regarder maintenant. Tu charges à combien, toi, les... Elles ont été les bienvenues. C'était charge peut-être à meilleur combien, qu'un toi? morceau de pain, tout ça. Ben, ma foi. Tu sais, je vais te répondre du tic au tac, je me rappelle À même 25 pas, balles, c'est quoi. peut-être honte. C'est-à-dire, Non, c'est moi qui non, les mais avais chargeur, portés d'abord, 62. hein, avec le cheval. Tu te rappelles, quand on est arrivé, tout le monde à plat ventre, la couverture, tout le monde démontait cette machine. On était un peu heureux. C'était à celui là, je me rappelle, c'était Ah à celui oui. qui la remontait le plus vite, hein. Eh oui. Il y avait le concours, là. Il Hein? fallait faire vite. C'était quand Non. même des les jolis outils. Les yeux blancs premiers bandés, qu'on vous vous voyait. rappelez? Hein? Ça vous dit rien? Heureusement, on l'a vu. Tiens. Bon, bah Alors, alors, montre tu la me bête. poses une Non, question non, jolie, non. moi. Jamais Non. tu y arrives. Non, non. Tu l'as fait exprès, tu vois. Il t'a eu. Ah, Bien. bravo. Les moyens de liaison du maquis, ils n'étaient pas compliqués. Ils étaient très difficiles, mais pas compliqués, parce qu'on avait 2 moyens, c'était la marche ou la bicyclette. On a absolument évité tout ce qui était motorisé, les routes. Il fallait utiliser les sentiers, connaître les bois, connaître tous les recoins. Et
avoir énormément de résistance aussi. Énormément de mémoire, parce que rien ne se faisait avec des papiers ou des billets ou des notes. Tout était dit et enregistré dans la tête. Dans le maquis, nous étions dans les bois, c'est-à-dire que nous avions à ce moment-là un sentiment de grande liberté. Nous étions armés. Ce sentiment le perdait quand il fallait, par exemple, pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, aller en mission dans les villes quelque part. Il fallait y aller désarmer. Et on avait un sentiment d'inquiétude. Et ce sentiment d'inquiétude, il disparaissait totalement lorsqu'au retour, on faisait les premiers pas dans les bois. Alors à ce moment-là, on avait tout de même l'impression qu'on échappait à tout et on se sentait aussi armé, c'est-à-dire qu'on pouvait en finir soi-même pour éviter ce qu'on savait qui nous attendait si on tombait entre les mains des Allemands et des SS et de la Gestapo, c'est-à-dire les tortures. On avait beaucoup des équipes de jeunes gens, justement, qui avaient l'âge entre 16 et 18 ans. C'était des jeunes gens qui étaient dans les écoles, vous voyez, et qui se faisaient un plaisir, justement, la résistance, les passionnés à cette époque. Ils rêvaient d'aventure, ils rêvaient de... Ils ne voyaient pas tellement les dangers, dans le fond. Nous étions jeunes. Nous ne risquions pas d'être inquiétés par les Allemands ou par la Gestapo. Quel âge aviez-vous? On avait 19 ans à ce moment-là. Et vous? 16 ans aussi. Paul Signé, qui était agent de liaison du lieutenant Brun, a été pris au cours des opérations dirigées contre le Creusot. Ce garçon a été emmené, emprisonné à Dijon, du 14 décembre 1943 jusqu'au mois de mars 1944. Inutile de vous dire quelle torture il a pu subir. Et voilà un garçon qui a 18 ans, n'a pas parlé, il n'a rien dit, nous connaissait tous les points de chute. Il savait tout, il n'a pas parlé. Nous en avons eu un autre qui était affecté au lieutenant Naucourt. Oui, cet agent de liaison a été atrocement torturé. On lui a scié la cuisse avec un fil de fer. Il n'a quand même pas parlé. Et il n'avait, comme beaucoup d'autres, que 16 ans. Il y avait environ sur le plateau d'Automne, au-dessus d'Automne, environ 6 à 7 camps qui comprenaient 3 à 400 hommes. Et c'est d'Automne que sont partis les détachements qui ont fait le fameux défilé d'Oyonnax en novembre, le 11 novembre 1943. Aujourd'hui, la grande rue est vide. Quelques passants. Mais ce jour-là, ils étaient des milliers pour regarder défiler 250 maquisards derrière un drapeau et quelques officiers. Un survivant se souvient. Le porte-drapeau avait emprunté ses gants blancs à un jeune marié. En 1943, la résistance française avait démontré son existence et ses possibilités. Il devenait normal qu'à ce moment, l'état-major interallié et le gouvernement français de Londres, bien sûr, se préoccupent d'insérer cette résistance dans les projets, dans les programmes et dans les plans militaires de ce commandement interallié. Cela devait se faire en 2 temps différents. D'abord, dans une action immédiate. Il est certain que chaque fois qu'un sabotage était réussi, ce commandement faisait l'économie de quelques escadrilles de bombardiers qui pouvaient être affectées à une autre mission, soit de bombarder une ville allemande, soit de protéger des convois vitaux pour la cause des Alliés. D'autre part, en prévision de la libération, il fallait quand même songer que tous les jeunes qui venaient à nous pleins d'ardeur n'avaient pas connu le feu. Et que, mon Dieu, les premières impressions, quand on entend siffler les balles, il vaut mieux que les gens s'y soient habitués. Donc, obligation de faire des actions de harcèlement qui devaient avoir un effet sur le moral des troupes allemandes,
mais dont le but sous-entendu était aussi d'entraîner les troupes pour le jour où on aurait besoin à la libération. Le 2 février 1944, à 17h, 2 véhicules comprenant des éléments du camp de Précaré et du camp de Moret s'est trouvé brusquement, par un brouillard à couper au couteau, devant une colonne allemande. Il y avait des camions qui étaient ici, la voiture a stoppé, nous étions là, nous avons encore un peu avancé, et puis le chef le tailleur, qui commandait la voiture, nous a dit au chauffeur, approche-toi de la maison, c'est les Allemands. Nous sautons de la voiture, évidemment, on tire à gauche, à droite, mais nous ne voyons pas exactement ce qui se passe. Gonnet a jeté son cache-flamme du fusil mitrailleur dans la tête d'un, Seguin a descendu un autre, et puis ils sont descendus. J'ai tiré à travers le pare-brise sur l'officier qui nous demandait de descendre, et tout le monde est parti là. Il y avait un Allemand ici qui était en civil dans la maison, ici, qui a tiré à travers la voiture. J'ai été blessé, j'ai reçu 5 balles à ce moment-là, et j'ai descendu de la voiture. Quand j'ai entendu les coups de feu là, des Allemands, je me trouvais un peu plus bas. Alors avec Guillaume, Sicot, alors nous sommes montés sur la colline, chacun avec une petite mitraillette, et c'est à ce moment-là que nous avons tiré sur les Allemands qui étaient stationnés là au carrefour. Les Boches et les Allemands plutôt restaient un peu dispersés. Ils recueillaient à ce moment-là leurs morts. Et c'est après que nous réalisons que nos camarades sont morts. Mais ça se passe tellement vite, nous n'aurons pas le temps de faire quelque chose. Alors nous avons récupéré nos blessés, nos morts. Et puis on a vu que la maison commençait à flamber. On est venu à l'incendie, là, qu'ils avaient mis le feu à la maison, chez Prançon, anciennement bureau de tabac qu'on appelait. Et puis là, nous avons éteint le feu, et après, nous avons trouvé les cadavres des maquis qui étaient le long de la route. On a récupéré nos morts assez difficilement, puisqu'il faisait nuit et beaucoup de brouillard. Et puis alors, le soir, après, nous avons fait les cercueils des maquis. Alors, j'en avais 4 pour ma part, et puis Martina avec Roger Boyan, puis les autres. Et puis, ça a été fini pour la soirée, quand nous avons travaillé la nuit. Puis le lendemain matin, on les a emmenés à Automne pour les enterrer. Au cimetière d'Automne. Puis l'affaire s'est terminée comme ça. Quand on commence une guerre, il faut toujours la gagner. La guerre est une chose monstrueuse, mais une fois qu'on la commence, j'estime qu'on n'a pas le choix des moyens. Durant l'occupation allemande et à la demande du colonel Romain Petit, nous avons hospitalisé tous les maquis de l'Ain qui étaient malades ou blessés. Plus de 500 ont reçu des soins très dévoués du personnel médical et du personnel religieux et civil, malgré les dangers encourus partout dans l'établissement et les perquisitions fréquentes de la Gestapo. Tout s'était très bien passé jusqu'en juillet 1944. Eh bien, quand ils sont venus chercher les blessés, on l'a su peut-être 1 heure d'avance, à peu près. À l'arrivée des Allemands, j'ai vu disposer les caisses dans les sous-sols de l'hôpital, avec des fils. Et nous avons demandé pourquoi c'était fait. On nous a dit que c'était pour faire sauter l'hôpital. Pendant que la supérieure surveillait un petit peu le hall, un gros SS est venu. Alors il a arrêté la supérieure, il a mis la mitraillette sous le menton pendant je ne sais combien d'heures. Ils sont venus chercher 9 blessés qu'ils avaient choisis parmi les blessés de l'hôpital. Et puis ils sont menacés de les fusiller à la morgue de l'hôpital qui se trouvait dans les sous-sols. Il y en a un, le jeune Guédo Twil, qui a même été descendu. Et c'est une de mes collègues de bureau qui est allée parlementer avec le chef des Allemands pour essayer d'empêcher cette fusillade dans l'hôpital même. Il y a eu à nouveau des pourparlers. Et puis on a ramassé les caisses. Les soldats ont ramassé les caisses, ils ont monté dans un camion au bout du couloir. Par la suite, ils ont amené un camion, un ben basculant, devant l'entrée de l'hôpital.
Elles ont tous été amenées tout le long des couloirs jusque sur ce camion. Tels qu'ils étaient, il y en a qui étaient assis, il y en a d'autres qui étaient en chemise. Une de mes collègues de bureau a même demandé si on pouvait les couvrir. Bon gré mal gré lui a accordé, elle est montée sur la benne, et elle en a couvert dont un qui avait une jambe coupée. Elle lui a mis une couverture dessus. Et avant de partir, là, on les avait tous embrassés là, avant de partir. Ils savaient très bien où ils allaient, puisqu'il y en a un qui se trouvait à ce moment-là au 24, qui m'avait fait appeler. Il avait reçu dans les jours précédents une lettre de sa fiancée de Lyon, qui lui annonçait qu'elle était enceinte. Et il m'avait confié son portefeuille pour que j'aille lui dire qu'il était parti courageux et tout ça. C'est vrai. Eh bien, oui, il y a eu des représailles. Mais nous avons tout fait pour les éviter. Et je vais vous citer des exemples. L'épisode que nous voulons évoquer ici aujourd'hui est l'illustration, surtout, du courage d'un homme qui a voulu rester digne de ce qu'il avait voulu être, c'est-à-dire un officier conscient de ses devoirs et respectueux de sa parole donnée. Lorsqu'il est venu ici, dans un état physique que beaucoup d'entre vous ont vu, que moi je n'ai pas vu, mais je sais, d'après vos propres témoignages, qu'il avait été durement maltraité. Il était sur cette automitrailleuse ce 11 avril dans l'après-midi, et les Allemands lui ont dit qu'il aurait la vie sauve s'il dénonçait ceux d'entre vous qui avaient participé à l'opération de parachutage qui avait eu lieu quelques jours avant. Et il a refusé. Il a simplement dit, mais ceux qui sont venus avec moi, nous les avons contraints par la force. Ils n'étaient pas volontaires et je ne les reconnais même pas. Je suis incapable, par conséquent, de donner leur nom. Les Allemands ont insisté, il a maintenu à la même position, et puis un petit peu plus loin, il a été prié par les Allemands de descendre de l'automitrailleuse. Il l'a fait en titubant. Ils lui ont dit qu'il était libre et ils l'ont abattu d'une rafale très lourde, très meurtrière. Le commandant Valin a évité à la commune de Viry des représailles sanglantes. Il a évité certainement dans toute la mesure du possible, car vous en avez eu après des représailles, car vous avez eu après aussi des déportations. Mais ce jour-là, grâce au courage du commandant Valin, la commune a été épargnée et je sais que vous lui en êtes très reconnaissant. Et c'est cela que je voulais vous dire. Permettez à l'ancien chef des maquis de lin de vous dire tout simplement merci. Quelle était l'attitude de la population? Pas très sympathisante dans le début. Oui. Et par la suite, on a compris qu'on défendait une bonne cause. La maison là-bas dans le pré a brûlé le 7 février. Et puis après, les Allemands sont venus là aussi. Ils n'ont pas brûlé. Ils ont fait sauter la maison là, mais ils n'ont pas brûlé. Puis après, c'est le milicien qui est venu 3 jours après qui a mis le feu. C'était un peu un repère de maquis, là. Il y avait des camions. Il y avait les camions, il y avait les voitures qui étaient là. Il avait de ce que les Allemands arrivent. Les maquis sont partis, c'est tout parti avec les camions. On ne savait même pas où ils étaient allés. On ne savait même pas. Il y a dû rester quelques camions quand même. Ah oui, il y a resté des camions. Ben, il y a resté le maquis est parti. Il y en avait assez pour mettre le feu. Si pour faire voir que le maquis était là. Ah oui, ça oui. Au début, c'était pas que dans la libération, après la libération en 1944, c'est que les gens, ils avaient peur, quoi. La population était très bien. Lorsque le village a brûlé le 21 juillet, j'ai annoncé aux D'Ortanay qui étaient dans les bois, j'ai annoncé, après avoir mûrement réfléchi, si je devais leur dire ou leur cacher, je leur ai annoncé que leur village était brûlé, qu'il y avait des représailles. Et aucun n'a demandé à rentrer dans le village. Ils ont tous dit, au point où on en est,
On ira jusqu'au bout. Ça durera ce que ça durera, on en crèvera peut-être, mais on finira. Les Allemands recherchaient des armes, qu'ils étaient persuadés que nous cachions énormément de matériel, et les officiers allemands nous disaient, mais si nous trouvons quoi que ce soit, eh bien vous serez fusillés, le monastère sera incendié. Nous avons entendu 2 détonations et nous avons appris plus tard qu'il s'agissait du meurtre de 2 de nos confrères. Un jeune père qui venait d'être ordonné prêtre a été tué à bout portant dans le dos et un autre père qui se sauvait dans le jardin a été également tué à bout portant dans le dos. Le père Bernard, lui, est mort en déportation et ses restes sont perdus à tout jamais en attendant la résurrection. Nous avons eu une gare ici qui a été l'objet des attentions des Américains notamment, qui, dans les bombardements, n'avaient pas la précision des Anglais. Un bombardement aérien qui n'a absolument rien donné sur le plan des destructions, mais a valu des morts. J'ai obtenu, avec beaucoup de difficultés, et c'est grâce au général Koenig, qui avait pour l'un, vous le savez, une prédilection, que nous avons pu obtenir un délai de 4 jours pour éviter aux populations d'Ambérieu, qui, elles aussi, avaient été très éprouvées par un bombardement qui ne s'était traduit par aucun résultat positif. Nous avons obtenu, et pour Ambérieu et pour Bourg, de faire les destructions. L'opération, l'attaque du dépôt de locomotives d'Ambérieu a été décidée le 6 juin, quelques heures après le débarquement, et dans le but de faire sauter l'ensemble des locomotives qui étaient en permanence au dépôt d'Ambérieu. Il y en avait combien, Gaston, à ce moment-là? Madeleine a dit tout à l'heure 120, je crois que ça ne doit pas être remarqué à l'époque. Hein. C'était par conséquent, c'était par conséquent un objectif très important pour nous, d'autant plus que Ambérieu était visé par les bombardiers anglais ou américains, qu'il y avait eu un bombardement une dizaine de jours avant et qu'il était nécessaire de faire cette opération dont les résultats, l'expérience l'a montré, ont été plus efficaces qu'un bombardement. Ça ne vous a pas ennuyé de casser vos locomotives? Absolument pas du tout, non. Vous saviez comment C'est pas nous qui nous en servions, c'était les Allemands, alors il n'y avait pas lieu. Vous saviez comment les casser? Oui. On les a cassés tous du même côté pour qu'avec deux, ils puissent pas en faire une. C'est au sujet, moi je transportais le plastique, moi. On a été contacté au début par le camarade Brugère. Hein. C'était au début 43. Ils ont fait sauter 7 machines. C'est là où ils ont instauré la garde civile. Ils ont mis des cartes de communication. Les Allemands aussi, ils gardaient les voies. Et vous aviez déjà fait des sabotages avant? Oh ben non, pas du tout. Hein. Ouais. Mais j'ai plastiqué 10 machines qui étaient révisées à neuf, qui étaient sur une voie de garage, qui était destinée pour Chaumont à ces messieurs les Allemands. Vous ne regrettez pas de l'avoir fait? J'ai reconduit mes deux hommes de protection au point de rendez-vous, et je suis rentré chez moi bien tranquillement. Vous avez recommencé après? Les voisins, évidemment, étaient devant chez moi. La sirène marchait. Alors, j'ai dit, oh ben, ce n'est pas pour nous ce soir. On peut aller se coucher tranquillement. Et puis, tout le monde est rentré. Et puis, ça a été comme ça. Quand on a trouvé, il fallait trouver 12 gars pour faire sauter le dépôt, eh bien, il fallait les trouver. Et vous savez, c'est pas facile. Vous savez, pour les cheminots, détruire l'outil de travail, c'est quelque chose de sacré. Il fallait vraiment que ça soit pour une grande cause qu'on ait envie de détruire cet outil. Et ça n'a pas été de gaieté de cœur. Quel était le rôle des maquis? D'abord, une action retardatrice sur le déplacement des unités allemandes. Je pense, avec le recul du temps, qu'il ne faudrait pas trop exagérer ce rôle parce que l'effort de l'aviation alliée était tel que l'effet retardateur venait surtout des avions américains et anglais. Mais il y avait un deuxième élément, créer
grâce déjà à cette action de sabotage, de harcèlement pendant toute la période intermédiaire et quelques actions brusquées à la libération, créent dans l'esprit de l'état-major allemand un sentiment d'insécurité. Dans les derniers jours du mois d'août, les maquis de l'Ain, en l'occurrence le colonel Roman, avaient reçu des instructions en vue d'envoyer sur Lyon une colonne d'1 millier d'hommes qui devaient participer à la libération de Lyon. Je reçus le commandement de cette colonne qui comprenait 5 camps. Lorsque j'arrivais à Meximieux, un colonel américain a pris contact avec moi, c'était le colonel Murphy, qui commandait une brigade qui était un peu avancée, un peu fourvoyée. Et le colonel Murphy m'a dit qu'il attendait le gros de ses troupes dans le courant de la journée et m'a demandé son aide. Nous étions certes très bien armés pour les maquisards, nous avions reçu beaucoup de parachutage, mais ça n'était pas pour engager un combat de front. Pour moi, il s'est posé un véritable problème de conscience. Est-ce que je devais maintenir mes 5 compagnies autour de Meximieux? Je précise que ça n'était pas dans le rôle normal des maquis, mais en conscience, j'ai décidé quand même de rester. Chacune de ces unités avait reçu pour mission de se battre sur place et de tenir le coup jusqu'à l'arrivée de la brigade américaine que nous attendions. Alors, il s'est passé sur tous ces points une quantité de combats, plus ou moins importants, dont l'essentiel s'est déroulé d'ailleurs dans les rues de Meximieux, où circulaient une dizaine de chars Panthère. C'est de ces fenêtres que nous avons tiré sur les Allemands qui avaient pénétré dans la cour. Ils se rapprochaient très fort et lors du 2e assaut, nous avons tué un officier allemand à environ 30 mètres des piliers d'où le capitaine Klein dirigeait nos opérations. Cet assaut, le 2e surtout, a été très violent et à un moment donné, il a fallu mettre toute la gomme pour pouvoir s'opposer à l'assaut des Allemands. Je crois que nous avons eu pendant cette journée et la nuit qui a suivi 25 tués et une trentaine de blessés. C'est dans ce bâtiment que nous avons donné nos soins à ces blessés. Mais la première vision dont je conserve le souvenir, c'est celle de cet enfant de troupe de 16 à 17 ans, dont le souvenir est singulièrement émouvant. Il est mort devant mes yeux. Il était revêtu d'un costume de soldat de la guerre de 14, bleu horizon, et portait le casque des poilus de cette guerre. Et c'est à ce moment-là que les Allemands nous ont dit « rendez-vous ». Je me trouvais personnellement derrière ce pilier ou celui-là, et je leur ai répondu « merde ». Et j'ai ponctué ce mot grossier par une rafale de mon PM que je tenais sous le bras. Et il se trouve que dans la seconde qui a suivi, tous les gars qui étaient aux fenêtres, sur ces hauteurs, derrière les piliers qui sont là, ont envoyé des rafales considérables. C'était peut-être pas très raisonnable, mais ça a donné le signal de repli des Allemands. Dans Meximieux, évidemment, la population était réfugiée dans les caves où elle pouvait, et les Allemands étaient derrière les porches, mais ne tiraient plus. La bataille pour eux était perdue. Malgré tout, c'était toujours les mêmes qui se faisaient tuer. Et ça a duré trop longtemps, bien sûr, pour ceux qui avaient commencé trop tôt. Peu ont vu la fin. Et pour ceux qui l'ont vu, ça a été malgré tout bien long. Les résistants, qu'il s'agisse du maquis, c'est-à-dire de l'armée active de la résistance, qu'il s'agisse de la réserve, c'est-à-dire des pères tranquilles, ceux qui, dans leurs fermes, nous ont aidés d'une manière absolument extraordinaire et constante, sans aucune défaillance, dans les pires attaques, dans les pires moments. Et puis, il y avait alors les pères tranquilles dans les villages qui nous renseignaient, le postier,
qui nous disait la communication qu'il avait entendue, qui avait intercepté même des lettres. Tous ces pères tranquilles, quand la libération est venue, ont repris leurs occupations. Mais alors, les tard venus, ceux qui avaient attendu que la victoire se profile à l'horizon pour rejoindre nos rangs et qui nous ont empoisonnés, qui à la libération nous ont présenté sous un visage contre lequel alors je me révolte. Ils ont tondu des filles. J'ai vu moi à Bourg, le jour de la libération de Bourg, j'étais à Bourg. Eh bien, je suis intervenu parce qu'ils étaient là, toute une foule je sais pas, d'une centaine qui malmenaient des filles qui auraient, paraît-il, doté avec les Allemands. C'était vrai ou c'était faux, je n'en sais rien, mais c'était révoltant. Je suis allé leur dire mon sentiment de dégoût. J'avais avec moi tous mes gars du maquis qui étaient venus avec les Américains, toute la bande à Plutarque, tout Plutarque. Plutarque, c'était le chef du secteur, Morier, eh bien, de Belley. Nous étions absolument révoltés. Car c'est ça qu'il faut que vous sachiez, c'est que les vrais résistants, ayant fini ce qu'ils avaient considéré comme leur devoir, eh bien, ont repris leurs occupations, tout simplement. « 30 ans ont passé. Si parfois la mémoire a été infidèle, le cœur, lui, se souvient. Un instant de tendresse, un regret, voire un remords, ou tout simplement ce que l'on ne parvient même plus à exprimer. Je traversais les barrages des Allemands des nuits, et puis j'arrivais chez moi en bicyclette et je me cachais. Puis arrivé chez moi, alors comme les enfants étaient petits, et à l'école, l'instituteur les interrogeait pour savoir où j'étais, je ne me montrais pas à mes enfants. Je restais dans mon bureau et puis à travers la porte, avec un papier maté, il y avait un petit trou. Alors je regardais les enfants et puis ma femme les déshabillait pour les coucher. Et puis une fois qu'ils étaient couchés, je montais, les embrassais sans quand ils étaient endormis. J'avais un corps franc de vibration. En quoi ça consistait? Arrestation des collaborateurs miliciens. Exécution aussi? Oui. Vous y pensez quelquefois? Oui, avec le recul du temps, oui. Et sans regret? Pour certains, si. Pour certains, vous avez des doutes? Non, pas des doutes, non, pas du tout. Je ne sais pas bien m'exprimer. Il y en a qui méritaient vraiment qui passent de l'autre côté. Puis d'autres, par contre, avec le recul du temps, toujours, ce qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, il y en a peut-être qui ont payé. La note était peut-être un peu grosse, pour certains. Je ne sais pas si on a été dénoncé par quelqu'un ou si les Allemands nous ont trouvés par hasard. Voilà à peu près mon histoire, qui se résume en peu de choses. Nous avons pu retrouver nos camarades affreusement mutilés et morts. Les Allemands. Puis voilà.